Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20 h à Borno, c'est à l'est du Nigeria. Bienvenue au journal sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce 20 h, les catholiques du monde entier ont célébré en ce jour, le mercredi des cendres, une cérémonie qui marque en effet le début du carême. À Douala, au Cameroun, cette journée a été marquée par des messes de cendres. Au cours de celle-ci, les fidèles se sont fait marquer au front par des cendres. À quoi renvoie le mercredi des cendres? Nous en parlons dans ce journal. Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre camerounais des Travaux publics, a signé en début de semaine un contrat commercial avec une entreprise italienne. Le contrat va permettre notamment la construction d'une route neuve et moderne reliant le Cameroun au Gabon. Les détails, c'est dans ce 20 h. À 66 ans, Ngozi Okonjo-Iweala devient la première femme à occuper la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été portée à ce poste par consensus le 15 février dernier au cours d'une réunion spéciale du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce. Madame, Monsieur, voilà pour les titres qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Les catholiques du monde entier ont célébré en ce jour, le mercredi des cendres, une cérémonie qui marque en effet, nous le disions en titre, le début du carême. À Douala, au Cameroun, cette journée a été marquée par des messes de cendres. Au cours de celle-ci, les fidèles se sont fait marquer au front par des cendres. Daniel Emebel en a rencontré quelques-uns. Il revient sur la symbolique du mercredi des cendres dans ce reportage. Au lendemain du Mardi Gras, les catholiques célèbrent le mercredi des cendres. Ces cendres étant celles des rameaux desséchés de l'appât précédent qui sont brûlés et dont on marque d'une croix le front des fidèles. Ce mercredi des cendres est le signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance à la miséricorde de Dieu. Le mercredi des cendres, c'est un mercredi qu'on doit rester en paix. Le partage, avoir pitié des autres. Et en plus de ça, il ne faut jamais faire de problèmes. C'est le mercredi où on nous met la cendre en tant qu'un fidèle chrétien au niveau du front pour marquer que nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Et ça a un autre sens, un autre double sens chrétien où nous devons nous convertir et croire à la bonne nouvelle. Donc c'est ça l'objectif de mettre la cendre au front. C'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On va le message clé. Par ailleurs, au cours de cette journée qui est marquée par des messes de cendres, elle se caractérise par la volonté de chaque fidèle. Oui, il y a ce qu'on appelle les préalables, qu'il faut savoir déjà. C'est un moment intense de prière, un moment intense de partage, un moment intense pour faire le monde et beaucoup plus pour faire des actes de charité, de partage, etc. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir déjà pendant ce temps de carême, c'est que le chrétien, dans son milieu, il y a des jours qu'il doit jeûner. Et le jeûne joue beaucoup plus, ça prépare le corps à être beaucoup plus en contact avec Jésus, avec Dieu. Donc il y a des moments où on jeûne vraiment intensement, on se prive deux fois de la nourriture. Et des fois, il y a d'autres qui font ce qu'on appelle des jeûnes à sec. C'est-à-dire que tu restes toute la journée sans manger, tu manges que le soir. Donc, et c'est toi qui te fixes. Tu te fixes un certain idéal de vivre ton carême, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais du moins, il y a des préalables, comme je disais. Généralement, on nous dit, ça c'est la catéchèse qui le dit, on se prive de la viande les mercredis et de la boisson. Et les vendredis aussi, en faisant bien entendu les chemins de croix. Mais nous aujourd'hui, quelqu'un qui ne mange presque pas, qui ne boit pas la viande, et que quelqu'un vient l'offrir la viande pendant cette période-là, il doit manger la viande. Mais maintenant, il doit voir ce qui doit se priver. Donc ce qui te pousse beaucoup plus au péché, c'est ça que tu dois te priver pendant ce temps de carême. Et voir même définitivement, c'est ça qui t'empêche de te connecter avec Dieu. Elle qui marque le début du carême est un moment de prière, de jeûne, de partage qui éveille les chrétiens à être honnêtes et sincères avec le Très-Haut, comme l'indique ce responsable de la catéchèse jeune de la paroisse Christ-Roi. Nous, en tant que chrétiens, qu'on soit réel dans ce qu'on dit. Donc, il ne suffit pas seulement de réciter tous ces cours de catéchèse. Dès qu'on demande, il faut
Mais il faut vraiment qu'on vive cela de la manière la plus profonde, dans le cœur. C'est-à-dire qu'on vive cela et à partir de cet instant, on va se rendre compte qu'on sera en train d'aimer les prochains, on sera en train d'aimer l'autre, on sera en train d'aimer Dieu. Disons que la période du carême qui se déroule cette année du 17 février au dimanche 4 avril, jour de Pâques, c'est-à-dire 40 jours qui commémorent aux yeux des chrétiens les 40 jours de Jésus-Christ dans le désert relatés par la Bible. Vivement que les chrétiens s'y conforment. Le directeur général des impôts Modeste Mopo Fapo est depuis mardi dernier dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, pour une visite de travail pendant 4 jours. Les grandes questions liées à la fiscalité dans un contexte de dématérialisation seront débattues. Hier déjà, il a coordonné des échanges entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques. Cette concertation qui portait sur les réformes fiscales et innovations de la loi de finances 2021 a permis à Modeste Mopa Fatouin et à ses collaborateurs de présenter les enjeux des mesures de soutien déployées pour la relance du tissu économique dans un contexte lié à la pandémie au nouveau coronavirus. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, a signé en début de semaine un contrat commercial avec une entreprise italienne. Ce contrat va permettre notamment la construction d'une route neuve et moderne reliant le Cameroun au Gabon. Les détails avec Daniel Emibel. Pour un coût prévisionnel des travaux d'un montant de 67 milliards de francs CFA, l'entreprise italienne SIAS devrait construire la route Olono-Oveng d'une distance de 105 km au total. Il s'agira d'une route à 2 voies de 3,5 mètres d'une vitesse de référence de 60 km par heure. Il est prévu aussi une réalisation de 59 ouvrages de drainage transversal, la construction de 13 ponts à longueur diverse pour un linéaire total de 260 mètres linéaires. L'aménagement des carrefours, la réalisation des signalisations horizontales et verticales, des équipements de sécurité. D'après les propos d'Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Transports publics, sur le site d'information Investir au Cameroun, le choix de cet axe comme faisant partie d'un projet du volet routier du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance est justifié d'une manière générale par la volonté de désenclaver des bassins de production en reliant chacune des villes concernées par ce projet au réseau structurant, à étendre le réseau bitumé de la région du Sud vers les grands bassins de production, à faciliter l'écoulement de la production agro-pastorale vers les grands pôles de consommation du pays et du Gabon, à améliorer l'accès des populations aux infrastructures de base et à améliorer les revenus des populations en facilitant l'écoulement de leur production. Il faut dire que ce contrat commercial prend également en compte les contrôles techniques et géotechniques, la construction d'un poste de péage automatique, d'un poste de pesage et d'un poste de comptage. Rappelons que c'est au cours du Forum des affaires tenu en marge de la visite d'État du président Paul Biya en Italie, effectuée du 20 au 22 mars 2017, que l'Italie avait manifesté son intérêt pour le financement des travaux de construction de la route Olono-Oveng, frontière Gabon. 2 gendarmes reconnus coupables de torture dans un communiqué de presse signé le lundi 15 février 2021. Le porte-parole de l'armée camerounaise, le capitaine de vaisseau Cyril Sej Atonfak Ngemo, reconnaît l'implication de 2 militaires dans la torture d'un présumé ambazonien. Les faits se sont déroulés le jeudi 11 février 2021 dans la localité de Ndou, région du nord-ouest Cameroun. Lydiane Fogen nous en dit plus. Après la publication d'une vidéo amateur sur la toile, le samedi 13 février 2021, présentant un homme interrogé, puis violenté et passé à tabac par les éléments des forces de défense et de sécurité, le ministère de la Défense a sorti un communiqué le lundi 15 février 2021 pour s'indigner de l'attitude de ces hommes. La scène se déroule dans la journée du jeudi 11 février 2021 dans la localité d'Ndou, département du Dongamantoum, région du nord-ouest Cameroun, l'une des régions en proie à la crise sécessionniste depuis près de 4 ans. Dans le dit communiqué, signé du porte-parole de l'armée camerounaise, le capitaine de vaisseau Cyril Sej Atonfak Ngemo, l'armée reconnaît l'implication de certains de ces éléments dans cet acte de torture d'un présumé ambazonien.
Il a par ailleurs déclaré qu'il a été aisé au commandement d'identifier les éléments des forces de défense et de sécurité compromis dans cet acte inacceptable. Il s'agit pour l'instant de 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers. D'ailleurs, les premières investigations menées ont conduit à l'identification de la victime. Il s'agit de Jean Faïng Fungong, soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local, peut-on lire dans ce communiqué. Il est souligné dans la suite que ces éléments identifiés ont immédiatement été mis aux arrêts à la brigade territoriale de la gendarmerie d'Endou sur instruction du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Bitia Somon. Selon les informations rendues publiques par le ministère de la Défense, les enquêtes disciplinaires administratives et judiciaires prescrites par le haut commandement et ouvertes par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettront de préciser les contours de ces intolérables agissements en rupture avec d'une part le respect des règles d'engagement et d'autre part la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. Il faut rappeler que l'armée camerounaise avait également reconnu l'implication des soldats dans le massacre de Gabou qui avait coûté la vie à plusieurs personnes dans la région du Nord-Ouest Cameroun le 14 février 2020. Selon le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moment des faits, le bilan faisait état d'au moins 22 morts, parmi lesquels 14 enfants. Un bilan confirmé par plusieurs organisations non gouvernementales, à l'instar de Human Rights Watch. Selon Jeune Afrique, dans un article publié le 22 avril 2020, les conclusions des enquêteurs rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence de la République camerounaise accablaient ainsi le chef de bataillon Nyangono Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril et le soldat de première classe Aranga Gilbert. Cela fait effectivement 1 an que de nombreux Camerounais laissaient la vie calcinée dans un incendie provoqué par quelques éléments de l'armée camerounaise qui voulaient, par cet acte odieux du côté de Garbou, dissimuler un plan macabre sur des civils à Tombo, dans la région du nord-ouest Cameroun. Un acte d'une cruauté innommable qui avait suscité l'émoi de la communauté internationale. Que s'était-il passé? Qu'est-ce qui a été fait entre-temps jusqu'à ce jour? Tentative de réponse dans cet élément de Caroline Quoi. Décidément, le 14 février semble être un jour maudit pour le pays de Paul Biya. Après la catastrophe de Nsam, un 14 février 1998, c'était au tour de la localité de Ngarbou, dans la région du nord-ouest du Cameroun, d'être chargé en émotions fortes le 14 février 2020 à cause d'un massacre qui avait mis sur le carreau 23 personnes. Un massacre perpétré par l'armée camerounaise qui avait créé un tollé international. Après les enquêtes menées conjointement par des responsables de l'armée camerounaise et des observateurs indépendants, l'implication de 3 militaires dans le massacre de civils à Ngarbou avait finalement été confirmée. Les conclusions des enquêteurs, rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence, avaient accablé le chef de bataillon Nyangono Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée à Cambé, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril, et aux côtés de ces 3 personnes, 10 autres civils, membres du comité de vigilance qui accompagnaient les soldats dans cette opération. Dans le rapport d'enquête signé par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngorgo, il a indiqué qu'à la descente de l'armée à Ngarbou le 14 février, il y a eu des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus et plusieurs armes saisies. Le détachement des militaires aura permis de découvrir que des femmes et des enfants ont péri dans l'action. Pris de panique, les 3 militaires aidés par 7 membres du comité de vigilance ont tenté de masquer les faits par des incendies et les militaires ont adressé à leur hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Après de nombreuses pressions et la mise sur pied d'une commission d'enquête, les militaires impliqués dans les événements de Ngarbou avaient été interpellés et mis à la disposition de la justice militaire. On se rappelle d'ailleurs qu'au mois de juin 2020, les hommes en tenue interpellés avaient été condamnés à la suite de l'assassinat de ces civils, dont 10 enfants le 14 février 2020 dans cette partie anglophone du Cameroun. Et le 17 décembre 2020, les militaires inculpés avaient une fois de plus comparu au tribunal militaire de Yaoundé. Le procès avait été ensuite ajourné pour janvier 2021. Ces derniers sont une fois de plus attendus au tribunal le 18 février prochain. 1 an après cet événement sinistre et funeste, le gouverneur de la région
du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, s'est rendu le 15 février dernier sur le site de la localité de Ngarbo, village Ntobo dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, pour commémorer la mémoire des disparus. Une cérémonie qui s'est voulue assez sobre avec quelques militaires et enfants au pied d'une tombe qui a été construite en mémoire des victimes du massacre. Il faut par ailleurs souligner que le gouverneur de la région du Nord-Ouest au nom du président de la République du Cameroun, Paul Biya, avait remis des fonds le 3 février dernier aux différentes familles des victimes. 5 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a offert le président de la République du Cameroun, Paul Biya, à chaque famille victime du massacre de Garbou, une indemnisation qui permettra aux familles de reconstruire leurs maisons détruites, dit-on, par l'armée. Carole Nukwa, une fois de plus. C'est un ouf de soulagement pour les familles victimes du massacre de Ngarbo, village de Tumbo, dans la région du nord de Cameroun. À peine un an après le massacre dans cette localité qui avait coûté la vie le 14 février 2020 à 23 personnes, le chef de l'État Paul Biya a débloqué des fonds pour venir en aide à ces différentes familles. Le 3 février dernier, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, a remis ses fonds, soit 5 millions par famille, et des denrées alimentaires constituées de riz, savon et farine à ces familles. Ces différents dons du président permettront à ces différentes familles de se reprendre en charge. Il faut souligner que ce massacre de 25 personnes, dont 15 enfants et une femme enceinte, et 2 femmes qui portaient leur bébé à main, avait créé un tollé international. L'opposition camerounaise et les organisations non gouvernementales locales accusant alors le gouvernement d'avoir perpétré ce carnage afin de lutter contre ces groupes armés sécessionnistes avaient réclamé une enquête internationale. Le gouvernement camerounais, à travers son ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, avait tout d'abord démenti les accusations quant à l'implication de soldats dans le massacre de Ngarbo et parlait de la neutralisation de cette sécessionniste. Mais l'issue d'une enquête menée conjointement par des responsables de l'armée camerounaise et des observateurs indépendants, l'implication de 4 militaires dans le massacre de Ngarbo a finalement été confirmée, comme le arguaient des acteurs de la société civile et Human Rights Watch. Les conclusions des enquêteurs, rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence, avaient accablé le chef de bataillon Nyangononze Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril et le soldat de première classe Aranga. Et aux côtés de ces 4 personnes, 10 autres civils, membres du comité de vigilance qui accompagnaient les soldats dans cette opération. Selon la présidence de la République du Cameroun, les militaires impliqués dans les événements de Ngarbo avaient été interpellés et mis à la disposition de la justice militaire. Mais les 10 civils, membres du comité de vigilance quant à eux, sont toujours recherchés. Jugé depuis mardi dernier par la Cour pénale internationale, des anciens chefs miliciens anti-Balaka de la République centrafricaine ont nié toute implication dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité survenus pendant la guerre civile entre 2013 et 2014. Liliane Foggen revient sur les contours de ces accusations. Déjà 2 jours de procès à la Cour pénale internationale pour Patrice Edouard Gaïssona et Alfred Yekatom. Ces 2 ex-chefs de milices centrafricains ont rejeté le mardi 16 février 2021 les accusations portées à leur encontre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Patrice Edouard Gaïssona, ancien ministre centrafricain des Sports, et Alfred Yekatom, surnommé Rambo, sont jugés pour des crimes présumés commis en République centrafricaine lors de la guerre civile entre l'année 2013 et l'année 2014. Gaïssona et Yekatom, détenus par la CPI respectivement depuis novembre 2018 et janvier 2019, sont notamment accusés de meurtre, viol, torture, transfert forcé de population, persécution et autres actes inhumains. Patrice Edouard Gaïssona, 53 ans, a déclaré hier au tribunal de La Haye qu'il ne se reconnaît pas dans les charges retenues contre lui et qu'il n'est pas coupable. Alfred Yekatom, 46 ans, a donné une réponse similaire, affirmant que ces chefs d'accusation sont incorrects. La Cour, basée à La Haye, avait déterminé en décembre 2019 qu'il existait suffisamment de preuves pour ouvrir un procès à l'encontre des 2 anciens chefs de milice anti-Balaka dont les affaires ont été jointes. Devant la Cour, le procureur Kweku Van der Pouy a déclaré que les preuves dans cette affaire établiront la responsabilité pénale de Gaïssona et Yekatom au-delà de tout doute raisonnable. Selon lui, les crimes qui leur sont reprochés sont d'une telle ampleur qu'ils transgressent la nature même de notre humanité.
Selon la CPI, Gaïssona aurait été le plus haut dirigeant des Anti-Balaka. Il était à l'époque président de la Fédération centrafricaine de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. En 2019, la FIFA l'avait interdit de toute activité liée au football pour plus de 6 ans. Yekatom, député, a été le premier suspect à être remis à la CPI dans le cadre de son enquête sur la Centrafrique, ouverte en 2014. Toujours membre du Parlement centrafricain, il est actuellement remplacé par un suppléant. Il aurait commandé un groupe d'environ 3000 combattants anti-Balaka. Par ailleurs, Elise Kepler, directrice adjointe de la section justice internationale chez l'ONG Human Rights Watch, en marge de l'audience, a déclaré dans un communiqué que l'ouverture du procès est une étape importante pour la justice des victimes de crimes brutaux commis dans le dernier conflit en République centrafricaine. L'ouverture du procès s'inscrit ainsi dans un contexte de troubles persistants en Centrafrique où 6 des 14 groupes armés qui contrôlent 2 tiers du pays ont lancé en mi-décembre une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. La Centrafrique est plongée dans une interminable guerre civile depuis qu'une coalition rebelle dominée par les musulmans, la Séléka, a renversé en 2013 le président de l'époque, François Bozizé, entraînant alors la création de groupes armés chrétiens connus sous le nom de milices anti-Balaka et qui disaient alors avoir pris les armes pour mettre fin aux exactions de groupes armés musulmans. La première série d'audiences dans ce procès doit se tenir jusqu'au vendredi 19 février 2021. À 66 ans, elle devient la première femme africaine à occuper la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été portée à ce poste par consensus le 15 février dernier au cours d'une réunion spéciale par le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce. Carole Nekwa nous en dit plus. Sa nomination à la tête de l'OMC était attendue après le retrait de la course de sa seule rivale, la ministre sud-coréenne du commerce, Yo Myung-hee. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation, une quinzaine de minutes après l'ouverture de la réunion. À 66 ans, la Nigériane prend la tête de cette institution aux 164 États membres qui poursuit 2 objectifs majeurs, l'administration d'un système mondial de règles commerciales et la garantie d'un règlement des conflits entre ses membres. Son arrivée à ce poste s'accompagne de nombreux défis pour la native du Nigeria. Au regard de certaines informations, l'OMC s'essouffle car elle repose sur des règles archaïques définies il y a 30 ans à une époque où Internet n'existait pas et où la Chine était un nain. L'OMC est coutumière des blocages, la faute au consensus comme mode de décision dont en résulte bon nombre de statu quo de certains pays comme l'Inde ou la Chine qui en profitent. La crise de la Covid-19 apporte au Dr Ngozi Okonjo-Iweala un challenge supplémentaire à relever, celui d'un besoin de réengagement des États au sein de cette organisation, car la coopération commerciale est cruciale pour l'avenir, notamment en matière de normes environnementales et de régulation numérique. L'OMC devra prendre sa part pour garantir une pleine coopération internationale sur la distribution des vaccins contre la Covid-19 sans laisser pour compte les pays pauvres. Et c'est à cet effet que la nouvelle directrice générale de cette organisation, qui prendra fonction le 1er mars prochain, a annoncé que le commerce devra faciliter la distribution des vaccins et non pas être un obstacle. Ce changement à la tête de l'organisation vient insuffler un nouveau dynamisme. Né un 13 juin 1954 à Ogwashi-Oku dans le delta du Niger, Ngozi Okonjo-Iweala a effectué ses études supérieures aux États-Unis à l'université Harvard et au Massachusetts Institute of Technology. En 1982, elle a fait son entrée à la Banque mondiale et sur le terrain, elle a suivi les projets financés par l'organisme, puis elle est devenue secrétaire du conseil d'administration de la banque. En 2003, Ngozi Okonjo-Iweala est appelée par le président nigérien Olusegun Obasanjo pour devenir ministre des Finances. Elle a été la première femme à occuper ce poste dans son pays natal, le Nigeria. Sous sa direction, des entreprises industrielles publiques ont été privatisées et une concurrence s'est développée dans les télécommunications. Ngozi Okonjo-Iweala avait lancé des procédures de révocation sur des ministres, des juges, des militaires, des gouverneurs et le chef de la police nationale nigériane. Son parcours à la tête des finances a
été marquée par l'économie d'$1 milliard de remboursement par an, un taux d'inflation annuel ramené de 23 à 11% et un produit intérieur brut multiplié par près de 3. Elle a également créé un fonds spécifique pour les femmes africaines chefs d'entreprise. À l'approche des élections présidentielles en 2006, elle a été envoyée à un autre ministère, celui des Affaires étrangères. Une fois de plus, Ngozi Okonjo a été la première femme à occuper cette fonction dans son pays. Mais elle ne restera pas longtemps à ce poste et après 2 mois, cette dernière préfère quitter le gouvernement. Redevenue disponible, elle est appelée en 2007 par le président de la Banque mondiale qui fait d'elle sa directrice générale. En 2012, elle est candidate pour en devenir présidente. Yim Yong Kim est nommée à ce poste à ses dépens le 16 avril 2012. Entre-temps, elle a été de nouveau ministre des Finances de 2011 à 2015 au Nigeria. En septembre 2015, quittant le gouvernement, elle est devenue présidente du conseil d'administration de Gavi Alliance, une organisation favorisant l'accès à la vaccination en Afrique. Bon vent en Ngozi Okonjo. En République démocratique du Congo, des manœuvres frauduleuses ont poussé la Banque mondiale à suspendre son appui à la gratuité de l'école primaire, un projet pourtant si cher au président Tshisekedi, évalué à hauteur de 800 millions de dollars. La suspension concerne la première tranche de 100 millions de dollars. En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle a annulé le résultat législatif dans certaines circonscriptions à cause des irrégularités observées au cours de celle-ci. Thierry Blanchard-Sop pour les détails. Le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie se sont réunis hier 16 février à N'Djamena à l'invitation conjointe de la Mauritanie et du Tchad pour examiner la situation au Sahel et faire un bilan des engagements consentis collectivement lors du sommet de Pau le 13 janvier 2020. Ils ont débattu des avancées et des ratés de leur stratégie dans la lutte contre les extrémistes. Ces chefs d'État se sont félicités du climat apaisé dans lequel les élections présidentielles se sont tenues au Burkina Faso et au Niger. Ils ont encouragé les avancées de la mise en œuvre de la transition au Mali. Ils ont également évoqué, dans près de 36 résolutions, la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États membres du G5 Sahel, l'appui au déploiement de l'État, des administrations et des services sociaux de base, le traitement des causes profondes de l'insécurité et la mise en place de la coalition pour le Sahel. La France, à travers son président Emmanuel Macron, qui participait également à ce sommet par visioconférence, a appelé à décapiter les groupes affiliés à l'organisation djihadiste Al-Qaïda. Pour elle, il est crucial de maintenir la pression sur les groupes terroristes qui constituent toujours une menace dans la région. Emmanuel Macron a aussi rassuré ses partenaires sahéliens sur la non-réduction dans l'immédiat de la force anti-djihadiste Barkhane. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, a appelé à l'émergence d'une force africaine d'élite capable de mener des opérations en soutien des armées nationales dans la zone des 3 frontières, qui est aujourd'hui la plus touchée par les attaques des différents groupes sahéliens. Vous l'aurez certainement remarqué par vous-même, il s'agit effectivement d'un reportage de Thierry Blanchard-Sop où les pays du G5 Sahel se sont concertés hier du côté de N'Djamena, c'est au Tchad, lors de leur sommet pour débattre essentiellement des questions sécuritaires affectant cette région du continent. Des résolutions ont été prises pour apaiser le climat sécuritaire. La France y a également pris part par visioconférence à cause de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez les programmes de Reflet d'Afrique Télévision sur nos différentes plateformes médias, mais également proches de chez vous à travers vos opérateurs normaux et traditionnels. Madame, Monsieur, rendez-vous demain 20h.